pour assurer cette transition et favoriser un certain nombre d'énergies renouvelables, il y a encore des questions techniques à résoudre. Et donc, c'est ce dont va nous parler maintenant Pierre Audru, qui est un ancien de l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables, des énergies nouvelles. Ah oui, ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, elles sont plus nouvelles, elles sont pas encore anciennes, hein, puisqu'elles sont pas encore vraiment. Quand on voit les chiffres de tout à l'heure, j'étais étonnée sur la petitesse des pourcentages au niveau mondial. Et vous avez aussi travaillé à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui finance ou pas les projets de recherche. Et vous allez nous reparler de cette question du stockage de l'énergie, qui est une des clés pour les renouvelables, n'est-ce pas? Alors, où ça se situe? Qui y travaille? Enfin, vous avez tout à nous dire, là aussi, oui, en 12 minutes, qui ne seront pas plus respectées que bien, donc précédemment. Moi, je ne suis pas économiste, hein, je suis ingénieur, donc on va revenir à des choses plus techniques. Hein, et je vais avoir le difficile honneur de vous parler du stockage de l'énergie, qui a été abordé à de nombreuses reprises, mais malheureusement, je ne vais pas vous résoudre les problèmes ce soir. Hein. Donc, le stockage de l'énergie, c'est très intéressant parce que c'est transverse à pratiquement toutes les problématiques de la transition énergétique et de l'énergie en général. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le stockage de l'énergie? Vous savez tous qu'on peut stocker aisément du pétrole dans son réservoir ou du charbon dans sa cave, mais ce n'est pas réellement une énergie. Pour obtenir une énergie, il faut rajouter de l'oxygène et une allumette. Et là, vous obtenez de la chaleur que vous pouvez transformer dans un moteur en énergie mécanique ou par un cycle thermodynamique en électricité. Alors, les énergies renouvelables modernes, puisque c'est de celles-là qu'on va parler, que sont l'éolien, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, elles produisent directement de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité et de la chaleur. Or, l'électricité ne se stocke pas, ou du moins pas directement, et la chaleur se stocke assez difficilement. Alors, par exemple, on a vu que, effectivement, et c'est vrai, la baisse des prix du solaire photovoltaïque fait que celui-ci devient compétitif avec les prix, disons, de l'énergie fournie par le réseau dans un certain nombre de pays du monde. Hein. Mais ça se passe pendant la journée, hein, évidemment. Or, chez nous, le maximum de la demande, c'est la nuit en hiver, et là, il ne peut pas vraiment être d'un grand secours. Alors, par rapport à l'énergie éolienne, ce qu'il faut savoir, c'est quand on vous dit qu'on a installé à tel endroit telle puissance, dans la réalité, on ne va récupérer en France que le quart, même plutôt moins, de cette puissance, qui peut varier entre 0 et le maximum, et pas du tout forcément quand vous en avez besoin. Donc vous comprenez très bien l'intérêt qu'on aurait à avoir des moyens de stockage massif de l'électricité, peu chers et faciles à mettre en œuvre, qui permettrait de faire passer donc les excédents de production vers les moments où on en a le plus besoin. Alors, j'ai dit que l'électricité ne se stockait pas, c'est faux. On peut le faire à travers le passage vers un potentiel. Alors, dans le monde, de très loin, le potentiel le plus utilisé, c'est l'hydraulique gravitaire, qui consiste, en fait, quand on a un excès d'électricité, à pomper de l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur, et ici on le stocke, et ensuite on le récupère par turbinage quand on en a besoin. C'est le coup des Suisses qui nous a été raconté tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est en montagne, ça explique pourquoi les Suisses sont très, très forts là-dessus, mais il faut reconnaître qu'en France aussi, on est très bien placé. On a quand même beaucoup de chance. Il y a des endroits où on en a un peu moins, j'en citerai tout à l'heure. On a beaucoup de chance dans ce domaine parce qu'on a des belles montagnes. Hein, et j'en connais un qui est dans le village de mon grand-père. Voilà, bon. Alors, ceci représente 99% du stockage d'énergie dans le monde à l'heure actuelle. Hein, quand même, il faut le savoir. Il faut le savoir. Oh, pardon. Oui, effectivement. En France, grosso modo, la puissance installée, c'est 10% de la puissance consommée moyenne. Hein, voilà. Alors, il n'existe pas que ça, parce que là, on est quand même assez saturé, notamment en France. Hein, il n'y a plus tellement d'endroits où on peut faire des barrages, et l'acceptabilité sociétale n'est pas évidente.
Donc on parle aussi beaucoup des batteries, on en a parlé. Là, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, à l'échelle mondiale, ça reste quand même encore confidentiel, même si la croissance est très forte. Et il faudrait multiplier ce qui existe par 100 ou 1000 pour arriver à faire quelque chose de conséquent. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Si actuellement, d'après la base du DOE, on a en gros 1 gigawatt d'installé en termes de batterie de stockage stationnaire, si on peut dire. Donc, ce qui la pas base beaucoup. du DOE, c'est le Department of Energy américain. américain. Vous pouvez le trouver sur Internet. Alors que c'est 140 pour les stockages gravitaires. Alors, la très bonne solution, ça pourrait être de transformer l'électricité en hydrogène, parce que l'hydrogène a une densité énergétique intéressante, qu'il est facilement stockable et qu'il pourrait permettre de transférer de très grandes quantités d'énergie d'une saison vers une autre. Mais globalement, c'est un système technique qui reste encore très coûteux et avec beaucoup d'incertitudes, je dirais. Donc on verra bien ce que l'avenir dira. Donc là, je vous ai parlé de l'électricité. Maintenant, disons, ce n'est pas du tout que l'électricité que nous consommons. Il y a tout un tas d'autres domaines dans lesquels donc nous avons des consommations où le stockage d'énergie pourrait intervenir. Et donc, je vais passer sur le bâtiment, comme tu l'as rappelé. Cela représente, en gros, pour nous, individus, 40% de notre consommation énergétique en moyenne, ce qu'on ne sait pas toujours. Et cela représente 25% des émissions de CO2 en France. Alors bien sûr, l'isolation des bâtiments, c'est actuellement le premier objectif, mais il en est un autre. Si l'on était capable de transférer de grandes quantités de chaleur depuis l'été vers l'hiver, ou inversement de la fraîcheur depuis l'hiver vers l'été, on aurait résolu une grande partie de nos problèmes. Alors, les technologies actuellement n'existent pas. Toutefois, je peux vous en citer une qui se développe et qui semble donner quand même de bons résultats dans certains pays du monde. C'est le stockage géologique, soit dans des aquifères, soit dans des massifs rocheux. Cela marche bien, par exemple au Canada, en Suède, où la Hollande a fait de très gros efforts dans ce domaine, avec de très bons résultats en termes d'économie d'énergie et de CO2. Alors malheureusement en France... Concrètement, là, on fait comment? On stocke quoi? Oui, on stocke quoi? On stocke de l'eau chaude qu'on a récupérée en été, par exemple. Les panneaux solaires... Oui, comme je dois aller assez vite, je passe sur certaines choses. Donc les panneaux solaires thermiques délivrent de l'eau chaude que l'on stocke donc dans des aquifères et que l'on récupère en hiver. Et ensuite, on a de l'eau fraîche, si vous voulez, et donc on peut rafraîchir en été en réchauffant, en fait, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va repasser dans le bâtiment, on va rajouter de l'eau chaude et on va récupérer. Donc c'est quelque chose qui est bien développé en Hollande, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des aquifères qui ne bougent pas, alors que chez nous, les aquifères auraient fortement tendance à envoyer la chaleur pour réchauffer les poissons dans les rivières. C'est-à-dire qu'ils sont circulants. Voilà. Alors, alors, il existe tout un tas d'autres idées dans la tête des chercheurs, mais pour l'instant, on va les laisser continuer à chercher parce qu'il faut qu'ils les développent. Alors, le dernier, last but not least, c'est en fait les transports. Donc, les transports, comme vous le savez, dépendent actuellement quasi exclusivement du monopole du pétrole, qui est quand même la deuxième source d'émissions de CO2 dans le monde, et qui a une géopolitique hasardeuse, on en a déjà parlé, et qui viendra à manquer un jour. Alors, tout le monde pense à ce moment-là aux batteries. Alors, effectivement, les batteries, c'est le moyen adapté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement on a fait de très gros progrès depuis la batterie au plomb jusqu'à la batterie au lithium, enfin s'il y a des questions là-dessus, j'essaierai d'y répondre, actuellement, dans une batterie au lithium, il y a à peu près 40 fois moins d'énergie potentielle que dans un litre de pétrole. Vous voyez? Donc on est quand même très très loin. Alors évidemment, la motorisation électrique est bien supérieure à la motorisation thermique et on regagne par derrière pas mal. Mais hier soir, là, pour cette réunion, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que pour avoir la même autonomie sur un véhicule électrique que sur ma petite voiture à moi, qui est un petit diesel, il faut 200 kg de batterie, alors que moi j'ai besoin de 15 litres de diesel pour faire la même distance, si vous voulez. Donc ce que je dirais, c'est que à la fois les batteries restent chères,
qu'il sera très difficile d'arriver à l'autonomie du pétrole, hein, et aussi les temps de recharge seront toujours relativement longs, même si on continue à faire des progrès. Et suivant les meilleurs spécialistes que j'ai pu rencontrer quand j'étais à l'ANR, ce qu'ils disent, c'est que si on arrive encore à doubler les capacités des batteries, ce sera très bien. Ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a des phénomènes physico-chimiques à l'intérieur auxquels on ne peut rien. On est quand même prisonnier de la physique des métaux. Alors, par contre, donc ça c'est pour, disons, je dirais, le transport automobile. Il reste le transport aérien et le transport maritime. Et là, les solutions, c'est probablement pas les batteries, on n'en a pas vraiment. Pour remplacer le pétrole, disons, on ne voit pas des batteries faire le travail d'un Airbus, de ce que fait le kérosène dans un Airbus. Alors, bien entendu, on pourrait penser à l'hydrogène, mais cela reste très complexe. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le stockage d'énergie. On a survolé la question. S'il y a des questions beaucoup plus précises, il me sera un grand plaisir de vous répondre. Et je vous remercie de votre attention.